Donc mes slides sont en anglais et je vais parler en français. Après, j'ai fait tout ce travail en anglais, donc vous pardonnerez les anglicismes. Si je fais un anglicisme trop mauvais, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser la question. Donc le sujet de la présentation est lié à un travail que j'ai fait chez OpenAI ces 3 dernières années sur l'étude des raisonnements mathématiques des larges modèles de langage. Donc je vais commencer par essayer de décrire ce qu'est un large modèle de langage, voir quelles sont ses capacités, prendre quelques exemples. Il y aura une petite démo interactive où on va voir à quel point ces modèles sont bons ou mauvais quand on en vient en maths. Et en ce faisant, essayer d'introduire quelques métriques et ensuite se plonger dans le cœur du travail qui était l'étude de leur capacité de raisonnement mathématique dans le contexte des maths formelles. Et essayer de comprendre ce que ça apporte d'utiliser les maths formelles versus la modalité informelle. Et éventuellement essayer d'ouvrir sur des questions qui ont au final à voir avec, je pense, le colloque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une bonne preuve, qu'est-ce que la préférence humaine quand on parle de preuves mathématiques, puisque là on va voir des preuves qui vont être générées par un ordinateur et est-ce qu'elles sont bonnes ou pas. Donc c'est parti. Alors, donc, OpenAI travaille sur la technologie des larges modèles de langage. Donc qu'est-ce qu'un large modèle de langage? C'est un modèle statistique, un modèle de deep learning, donc d'apprentissage profond, dont le but est de faire en fait un énorme autocomplete sur tout Internet. Donc en gros, le travail d'un language model, c'est d'étonner un morceau de texte et essayer de continuer ce texte comme s'il était sur Internet. Donc si vous lui montrez un texte d'un article de journal, il va continuer un article de journal. Si vous lui montrez une poésie, il va continuer une poésie. Si vous lui montrez un dialogue, il va continuer un dialogue. Donc ça, c'est le type de résultat qu'on obtient avec des modèles énormes. Les modèles tout petits, c'est déjà excitant puisqu'on les voit faire des choses qui ressemblent à du langage, utilisent des formes grammaticales relativement correctes, font des fautes d'orthographe, des fautes de conjugaison, mais il y a un peu de sens. Ils sont aussi très mauvais quand ils sont petits, ils sont très mauvais en termes de consistance dans leur génération, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à dire quelque chose et puis ils vont perdre très rapidement le flow de ce qu'ils étaient en train de compléter et vont commencer à divaguer dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Ça, c'est la completion, la génération que vous voyez là, qui est en vert, c'est fait par le modèle qui s'appelle GPT-3, donc qui est très gros. Très gros, c'est 200 milliards de paramètres. Donc 200 milliards de paramètres, il faut une machine de la taille d'une armoire pour le faire tourner, et il faut une machine de la taille d'un stade de foot pour l'entraîner, en gros. Donc c'est vraiment des très gros modèles. Et par contre, les capacités qui émergent à ce scale-là, sont de ce type-là. C'est-à-dire que si vous lui donnez un début d'article sur la fusion, il va écrire la fin de l'article sur la fusion de manière très cohérente, avec des faits qui sont tout à fait qui semblent être plausibles. Aujourd'hui, ils sont tellement bons que si vous n'êtes pas expert en fusion, vous allez être trompé par le modèle. Complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu des tests qui ont été faits. Si vous prenez des gens qui ne sont pas experts du domaine en question, vous allez être trompé par le modèle. C'est-à-dire que maintenant je prends un début d'article sur les sur les événements récents en Ukraine, je prends les 5 des dernières 3 heures, comme personne n'a regardé les news dans les 3 dernières heures, il est probable que vous ne soyez pas faire la différence entre le vrai article et le mauvais article. Maintenant, si vous êtes expert du domaine, le modèle va faire des erreurs un peu de savant idiot. C'est-à-dire que ça va être logique, ça va être plausible, mais il va y avoir des petites erreurs de type, il serait tout à fait capable de dire Stanislas Polus, chercheur en fusion. Si vous n'êtes pas dans le domaine de la fusion, Stanislas Polus, chercheur en fusion, ça vous paraît tout à fait plausible. Si vous êtes dans le domaine de la fusion, vous savez que Stanislas Polus n'est pas chercheur en fusion ou alors il est complètement inconnu. Donc c'est à peu près la capacité qu'on a aujourd'hui, c'est des capacités incroyables de génération de texte qui ont l'air plausibles, mais des erreurs un peu de savants pas très intelligents. C'est-à-dire qu'ils savent beaucoup de choses, mais ils ont du mal à les utiliser de manière tout à fait correcte. Donc c'est pour ça que l'étude des capacités de raisonnement mathématique de ces modèles est intéressante, puisqu'on est dans une modalité où là on n'a plus vraiment le droit à l'erreur et on se focus vraiment sur le raisonnement, et en particulier donc, le raisonnement mathématique. Donc ça c'est un schéma tout simple, je ne sais même pas si on peut appeler ça un schéma, mais qui pourrait essayer de comprendre comment il fonctionne. Donc, en gros, à l'entrée, on a du texte. Il y a un premier outil qu'on utilise qui s'appelle un encodeur. L'encodeur, il va prendre ce qu'on appelle des tokens en entrée et va les transformer en vecteurs d'assez grande dimension. Ça va dépendre du modèle, mais il faut penser 1000 paramètres, 2000 paramètres.
Ces tokens, ils sont à peu près, donc cet encodeur, il va transformer il va transformer ces mots en tokens. La manière dont il coupe les mots est entraînée, et ça, c'est à peu près fixe. Et ensuite, ce qui se passe dans le modèle, c'est que ces vecteurs vont être passés à travers les différents layers du modèle neural. Donc, un layer de modèle neural, il faut voir ça comme une multiplication de matrices, vu de très loin. Il y a des détails d'architecture intéressants, mais ce que ça prend, c'est que ça prend un vecteur, ça multiplie par une matrice qui est apprise, ça reprend le vecteur, ça le multiplie par une matrice qui est apprise, ça reprend le vecteur, etc., jusqu'à arriver en haut. Et en fait, on va lui donner ces 3 premiers mots, donc ces 3 premiers tokens. Il va faire ce qu'on appelle un forward pass, donc une inférence. Et à la fin, en haut, il va essayer il va nous donner un nouveau vecteur. Et ce nouveau vecteur va être représentatif de la distribution de probabilité du token suivant. Donc en gros, à la fin, quand on a donné hello my name, on obtient en haut un vecteur qui est une représentation de la distribution de la probabilité du mot suivant. Et donc ici, on a is qui est généré. Donc pour générer un mot, ce qu'on fait, c'est qu'on sample de cette distribution. Donc on a une distribution où is est peut-être une très forte probabilité. Il y a peut-être un autre mot, hello my name, is, il doit avoir une probabilité incroyable, mais was John, donc peut-être que was a une probabilité un peu basse, mais existante. Et donc on sample de ce vecteur. Une fois qu'on a ce mot qui a été généré, la manière dont on continue de générer, c'est qu'on fait ce qu'on appelle de la régénération autorégressive, c'est-à-dire qu'on reprend le mot, on le remet en bas et on recontinue le process. Donc cette génération, on appelle ça une génération autorégressive parce qu'à chaque fois on génère un token, on le prend, on le remet en bas, on refait un forward pass, on obtient une probabilité de distribution, on sample et on remet en bas. Dans la manière dont ce système est décrit ici, on comprend rapidement qu'il est stochastique, c'est-à-dire qu'il sort de manière tout à fait déterministe un vecteur en multipliant des matrices. Ce vecteur représente une distribution de probabilité, mais on sample de cette distribution de probabilité. Donc le modèle lui-même, quand on va générer des phrases, va être stochastique. C'est-à-dire que si on fait plusieurs générations autorégressives, on va avoir des résultats différents parce qu'à chaque token, il va y avoir des décisions différentes qui vont être prises en fonction de ce processus de sampling, en français, échantillonnage. Voilà. Donc voilà à peu près comment il fonctionne. Pour l'entraîner, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les phrases qui sont sur Internet, et on fait des techniques de deep learning dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails. On fait de la backpropagation pour modifier tous les poids de toutes les matrices qui sont à l'intérieur. Et donc il y a 200 milliards de poids, donc c'est beaucoup de poids, de telle sorte qu'on affine la probabilité de distribution pour qu'elle soit le plus proche du mot qui vient de l'exemple d'entraînement. Plus on met de paramètres, plus on va avoir besoin de données pour l'entraîner. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure où on a grandi la taille de ces modèles-là, on a aussi augmenté la taille de l'ensemble de données qu'on utilise pour les entraîner. Aujourd'hui, on est vraiment à l'échelle d'Internet. Et la taille de l'ensemble d'entraînement est presque un facteur limitant. C'est qu'aujourd'hui, la taille du modèle est un facteur limitant parce qu'il faut plus de machines pour atteindre cette taille-là. Mais la quantité de données est aussi importante parce que si vous n'avez pas assez de données et que vous avez un modèle trop gros, et ce qui va se passer, c'est qu'il va overfitter, donc il va apprendre trop la distribution que vous lui donnez, et il ne va pas savoir généraliser à des choses nouvelles, il va vraiment juste apprendre par cœur ce que vous lui donnez, et il ne saura rien faire d'autre, juste répéter par cœur ce qu'il a appris. Donc il faut trouver la bonne quantité de données pour la quantité de compute. Et donc il y a tout un champ d'études qui s'appelle l'étude des scaling laws, des neural scaling laws, donc de comment est-ce que quand vous avez une quantité de compute, quelle quantité de données vous avez besoin de donner, quand vous avez une quantité de données, quelle est la quantité de calcul optimale pour obtenir les meilleurs résultats. Donc ça c'était le crash course en Large Language Models. Donc maintenant on va essayer de voir qu'est-ce que ces modèles qui sont capables de générer des articles, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans le domaine des maths. Et on va prendre un peu de risque, on va s'amuser avec une démo live. Donc ici, j'utilise une application qui me permet d'utiliser le modèle avec plusieurs questions à la fois. Donc là, vous avez 2 questions, c'est donc en anglais. 2 petits problèmes de mathématiques qui sont franchement pas très compliqués. À connaître la réponse ou ne pas connaître la réponse, ça a peu d'importance, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont pas très durs. Ils sont pas triviales. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un au hasard dans la rue, peut-être qu'il ne va pas y arriver, mais si vous prenez un bon étudiant qui passe son bac en maths et qui est un peu entraîné, il réussira à les résoudre.
Donc la première chose ce qu'on fait, c'est qu'on a ces deux exemples et on va les présenter au modèle. En fait, on va... donc ça, c'est les deux exemples sur lesquels on va travailler. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les présenter au modèle avec juste ça. Donc qu'est-ce que le modèle va voir? Il va voir, je vous montre, c'est ce que le modèle a vu, ça. Il voit problème, 2 points, l'énoncé du problème, et ensuite answer, 2 points. Alors vous, si vous étiez humain, naturel, vous auriez une appétence à donner la réponse quand même. En fait, un modèle, c'est à peu près pareil. Comme il a été entraîné sur tout Internet, il voit problème, 2 points, un problème, réponse, 2 points, réponse. Il va avoir une appétence à essayer de donner une réponse. Mais on n'a pas de garantie là-dessus. Et donc on peut regarder ce qui a été généré. Donc ça, c'est la deuxième question. Problème, réponse, la deuxième réponse. Et là, on peut regarder ce que le modèle a généré. Là, ici, il a généré x égale 25 avec une syntaxe qui est inspirée apparemment du LaTeX. On ne lui a pas demandé, mais ceci dit, dans les questions, on utilise quelque chose qui est un peu comme le LaTeX. Donc il se dit, tiens, c'est du LaTeX, je vais écrire une variable, pareil. Et ensuite, il dit my attempt, donc il a envie d'halluciner une preuve. Il essaie de prouver que c'est 25, alors que 25 n'est pas la bonne réponse ici. Ici, si vous donnez la réponse, il dit, il commence à faire la preuve en premier, et ensuite il dit a plus b égale 9, qui je crois n'est pas la bonne réponse non plus, parce que les bonnes réponses c'est 28 et 5. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a un modèle de 200 milliards de paramètres entraîné sur une machine qui fait la taille d'un stade de foot, avec toute la donnée que les humains ont créée depuis des décennies et qui les ont mises en ligne. Et quand tu lui demandes le problème pas le plus simple, mais pas très dur, le modèle non seulement donne une réponse complètement erronée, mais en plus, si on regarde les preuves, je pense qu'elles sont pleines d'erreurs de logique. Donc la réaction naturelle de se dire à ce moment-là, et c'est une réaction tout à fait naturelle, c'est de se dire c'est du charabia, cette technologie ne marche pas, ça n'a aucun intérêt, revenez me voir dans 20 ans. Or, il s'avère qu'on a quand même des petites techniques pour essayer d'améliorer ça. Je vais utiliser juste 2 secondes le tableau pour noter une notion. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au modèle, donc il y a eu une génération autorégressive en se faisant, hein, mais en gros, on a essayé de modéliser la probabilité de answer étant donné la question. Donc vraiment, on a donné au modèle, voici la question. On a essayé de le mettre en forme pour qu'il essaie de donner une réponse en mettant le mot-clé answer, et on sample de cette probabilité-là. Et donc ça, on voit que ça ne marche pas très bien. Donc maintenant, pour essayer d'améliorer un peu les choses, on va essayer de faire ce qu'on appelle du few-shot learning. Alors, few-shot learning, c'est apprendre sur quelques exemples. Et en fait, on a découvert, quand on a entraîné ces modèles, la première fois que l'artefact aussi gros que celui-là était là, on voyait il génère des articles, c'est génial, et on ne savait pas, mais on le fait faire des questions de maths et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas très bien. Une des premières techniques qui a émergé et qui n'était pas du tout donnée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du few-shot prompting. Donc le few-shot prompting, je vais changer un peu les paramètres ici, et en fait, vous voyez, j'ai une référence à quelque chose qui s'appelle exemple, et exemple, c'est 3 problèmes avec des preuves qui sont, eux, correctes. Donc on a ce problème-là ici, je ne vous demande pas de le lire, on n'a pas besoin de le comprendre. Une preuve qui, il va falloir me croire sur parole, est correcte. Une réponse qui est elle aussi correcte, 192. Ici un autre problème, une preuve qui est correcte. Une réponse ici qui est 0. Et enfin, une dernière question avec la preuve. Et cette fois-ci, je vais présenter au modèle quelque chose d'un peu différent, ce qui est configuré ici. C'est que je vais lui montrer 3 exemples avant. Et donc, on va relancer avec ceci la machine, et on va voir ce qui sort. Et ça va nous résoudre un premier problème, c'est que quand je lui montrais le problème, réponse, parfois il me donnait une réponse et après une preuve, sans savoir trop quelle était la bonne structure. Parfois il me donnait une preuve et après une réponse. Et donc si moi après je veux exploiter ce résultat, je vais être incapable avec des outils symboliques d'extraire la réponse, parce que je ne saurais pas si la preuve vient en premier, si la réponse vient en premier, je ne saurais pas quelle syntaxe il a utilisé. Une des grosses valeurs d'utiliser du few-shot prompting, et donc on va regarder ce que voit le modèle cette fois-ci. Donc le modèle, il voit ça cette fois-ci. Il voit problème, le problème, et là j'ai mis juste la réponse directement, réponse. Problème, réponse, problème, réponse. Déjà sur le cas précédent, si vous êtes sur tout Internet, il y a probablement plein d'endroits où il y a des maths qui sont faux. Donc le modèle, il modélise Internet. Donc si ça se trouve, il avait décidé
dans sa génération qu'il est en train de modéliser un problème faux. Et à aucun moment, je lui ai dit « modèle, génère une réponse correcte ». Utiliser du few-shot prompting, c'est un moyen de lui dire « modèle, génère une réponse correcte ». Pourquoi? Parce que cette fois-ci, je lui montre un problème, une réponse correcte, un problème, une réponse correcte, un problème, une réponse correcte, un problème. Et donc la probabilité que la réponse suivante soit correcte est probablement plus haute que dans le cas précédent, où j'avais pas du tout mis le modèle dans un mode de fonctionnement où il avait un incentive à générer une réponse correcte. Il essayait probablement de générer une réponse correcte, mais je ne l'avais pas encodé explicitement. Là, en faisant du few-shot prompting, je lui montre qu'il faut répondre correctement, mais en plus, je lui montre la syntaxe à laquelle je m'attends, puisque cette fois-ci, il a eu des exemples. Il voit que toutes les réponses sont des réponses numériques uniques. Donc, il y a forte chance qu'à ça, il nous réponde une réponse numérique unique. Et donc là, sa completion, ça a été 15. C'est toujours pas bon, mais au moins, on a fait un progrès, c'est qu'il n'a pas essayé d'halluciner de preuves. On est d'accord sur la syntaxe, et je vais pouvoir travailler à partir de là. Et pour le deuxième problème, il a vu les mêmes exemples. Problème, problème, problème. Seul le dernier exemple diffère. Et la génération du modèle, c'est 11. Aussi incorrect, mais au moins, on a une réponse numérique unique, et donc on peut commencer à travailler. Au moins, je peux analyser des statistiques sur ces réponses-là. Alors qu'avant, j'avais une chaîne de caractères de laquelle j'avais aucune garantie du format. Ok, donc on arrive, 15 pour 28, 11 pour 5. On n'a pas résolu le problème. Ces modèles ne marchent toujours pas. Mais au moins, je peux analyser. Donc là, je pourrais commencer à tracer des stats sur combien de fois, pour quel type de problème, est-ce qu'il y a des bonnes réponses. Déjà, pour des problèmes non complètement triviaux, il va réussir à, de temps en temps, générer une bonne réponse. Donc maintenant, ce qui est intéressant, alors qu'est-ce qu'on a fait ici? On a généré la probabilité de la réponse en fonction de la question et des exemples. Pardon. Donc c'est une probabilité conditionnelle de la réponse sur, cette fois-ci, non pas seulement la question, mais la question plus les exemples. Donc ça, c'est prompting, tout simple. Et ça, c'est ce qu'on appelle few-shot prompting. Donc on lui donne quelques exemples pour essayer d'avoir une distribution plus fine ici. Donc maintenant, on a toujours un modèle qui a coûté des millions à entraîner et qui n'est toujours pas capable de résoudre des exercices de maths simples. Mais on a encore quelques techniques pour essayer extraire des réponses correctes de ce modèle. Et on va faire une première technique qui est la suivante, c'est que on va lui demander de répéter le processus 4 fois. Et même on va le faire 8 fois. Ça va être un peu verbose, mais c'est pas grave. Et donc je vais le lancer avant que j'explique, parce que ça prend un peu plus de temps. Donc à chaque fois, on repart, et ici, on devrait avoir 16 générations différentes, puisqu'on a 2 problèmes, et on fait 8 générations par problème. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on va demander au modèle de générer 8 réponses avec le few-shot prompting, donc on va avoir une syntaxe qui va être comprise, qu'on va pouvoir exploiter. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle du consensus. C'est que comme on est sur des problèmes qui ont des réponses uniques, on peut voter sur les réponses que le modèle a données. Et donc, ce faisant, on va probablement extraire un peu plus de performance. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que je prends mes 2 questions. Pour chacune des questions, je vais 8 fois vers le modèle avec le même prompt. Donc, je fais cette opération 8 fois. Et à la fin, je somme je fais des statistiques sur les réponses qu'il m'a données. Et j'extrais la réponse qui est la meilleure. Donc là, c'est encore en train de tourner. C'est juste que l'API d'OpenAI me rate limit, mais ça va arriver. Et donc, ce faisant, on est capable d'avoir une meilleure performance parce que, en gros, l'intuition ici, on ne peut pas démontrer que la réponse va être meilleure. Enfin, on doit pouvoir faire des formes de démonstration, mais on ne sait pas vraiment pourquoi la réponse va être meilleure. Mais une intuition de pourquoi la réponse va être meilleure, c'est qu'on a plus de chances, d'une certaine manière. Il n'y a qu'une manière de faire une bonne réponse, et il y a plein de manières de faire une mauvaise réponse. Donc, d'une certaine manière, si on prend un modèle qui n'est pas parfait et qui a des doutes, si je génère un grand nombre de réponses, ce qui se passe, c'est que si j'ai 2 réponses qui sont les mêmes dans un univers de réponses différentes, il y a quand même plus de chances que ce soit la bonne réponse, puisqu'il n'y a qu'une seule manière d'être correcte. Donc là, on a 8 fois la question, 8 fois la réponse. On a toutes les réponses ici, 15, 6, 22, 21, 23 pour le premier problème. Ici, on a les autres. On voit qu'ici, on a 15 qui sort du lot. Ici, c'est dur à dire, mais on va regarder ce qui se passe.
Il nous a dit 2 fois 15, la réponse est toujours 28 et 5, et ça marche toujours pas. Mais faites-moi confiance, on fait des progrès. Donc ça s'appelle le consensus. Et la dernière technique qui va nous permettre de résoudre ces deux problèmes est la suivante. Et c'est là où c'est très intéressant parce que ça montre à quel point ces modèles sont anthropomorphiques. C'est-à-dire qu'on va faire le même processus de consensus, mais au lieu de demander au modèle de générer juste une réponse, on va demander au modèle de générer une preuve et ensuite une réponse. Et moi, je vais regarder que la réponse. Mais je vais demander au modèle de générer la preuve puis la réponse. Donc on va le faire ici, si j'y arrive. Alors ça va être dur, mais je vais juste... Je suis désolé, clavier français, je ne suis malheureusement pas habitué. Donc je lui demande une proof, et là, au lieu de demander de générer une réponse, je lui demande de générer une proof. Je vais relancer, on va voir je vais pouvoir vous montrer exactement ce que le modèle voit. Ouais, c'est en train de tourner. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que on est en train de demander au modèle de générer d'abord une preuve en fonction des questions et des exemples. Et ensuite, étant donné cette preuve, on va demander de générer une autre distribution, qui est la distribution des réponses, en fonction de la preuve qui a été générée d'abord, de la question et des exemples. Et ensuite, comme on fait du consensus, c'est là où ça devient très intéressant, c'est que ce qu'on est vraiment en train de faire, c'est qu'on est en train d'approximer une autre distribution, qui est en fait l'intégrale sur toutes les preuves possibles et imaginables de la probabilité de la réponse en fonction de la preuve, de la question et des exemples. Et donc ça, c'est une distribution Q de answer, question, exemple. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'au lieu de générer directement une réponse, on fait un saut où on génère d'abord une preuve. Un peu comme il y a cette génération autorégressive de tokens, on génère d'abord une preuve, et derrière on prend cette preuve, et on dit, étant donné la question, étant donné l'exemple, étant donné la preuve, quelle est la réponse? Ce qu'on appelle la preuve ici, c'est ce qu'on appelle un latent. C'est-à-dire qu'il y a un premier modèle qui va générer une variable latente, la preuve. Ce qui est très intéressant ici, c'est que la variable latente, on peut l'interpréter, elle est lisible. Et ensuite, on va réinjecter cette variable latente dans un autre modèle. C'est toujours le même modèle, mais c'est juste prompté différemment. Il voit un texte différent pour générer la réponse. Et donc cette distribution-là, qui est l'intégrale sur tous les latents possibles, c'est une distribution qui peut être montrée avoir des qualités extrêmement bonnes. Nous, on n'en fait qu'une approximation grossière. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une intégrale sur toutes les preuves, on génère 8 preuves. Et sur ces 8 preuves, on génère 8 réponses. Donc ici, le modèle voit quelque chose d'un peu plus compliqué. Je vous montre un exemple. Donc il voit problème, preuve, réponse, problème, preuve, réponse, problème, preuve, réponse, et problème, preuve. Donc lui, il va continuer, il a été fichu de prompter, il a compris quel était le deal, il faut générer une preuve, générer une réponse, donc il va générer une preuve et générer une réponse. Donc on va regarder ce qu'il génère. Il a généré en effet une preuve, ici, et une réponse. Et donc on lui a demandé de faire ça 8 fois par problème, on a extrait les réponses, et on a runné un consensus dessus, et il s'avère que si on extrait les réponses les plus probables, c'est 28 pour le premier problème, et c'est 5 parce qu'il apparaît 2 fois ici. On a de la chance, ça ne marche pas à tous les coups, mais avec un plus grand nombre, ça aurait marché vraiment à tous les coups. Ici, on a un modèle qui répond avec 28 pour le premier problème et avec 5 pour le deuxième problème et qui sont des réponses correctes. Alors c'est incroyable parce que quand on entraîne un si gros modèle avec autant de données, notre imaginaire, c'est de dire on a une grande machine, on lui pose des questions très compliquées et on obtient la réponse parfaite. Et en fait, la réalité, c'est que comme ces modèles sont entraînés sur Internet, donc sur la donnée qui est générée par les humains, ils ont un caractère assez anthropomorphique, où, pour extraire les meilleures réponses de ces modèles, il faut leur faire la même chose que ce qu'on fait à un humain. C'est-à-dire de dire, quand on donne un problème de mathématiques un peu difficile à un étudiant, on ne lui dit pas « voilà le problème, donne-moi la réponse ». On lui dit « voilà le problème, réfléchis un peu, essaie de générer une preuve, essaie éventuellement d'avoir la réponse ». Il y aurait plein de choses qu'on pourrait faire dans ce domaine-là pour pousser plus loin. Quand on est étudiant et qu'on attaque un problème trop dur, en général, on donne le conseil de dire « prends un exemple ». Commence par travailler avec un exemple. Donc on pourrait aussi mettre le modèle, faire travailler le modèle sur un exemple d'abord, prendre le résultat de cette exploration sur un exemple, la mettre dans le contexte, donc dans le texte qu'on lui donne, et essayer de générer peut-être une preuve après, et enfin une réponse. On peut aller aussi loin qu'on peut imaginer dans cette espèce de travail d'application symbolique au-dessus du modèle pour avoir une réponse donnée. Donc ça, c'était pour la démonstration de
d'avoir un espèce de ressenti de ce que ces modèles font et de comment ils opèrent et de leurs problèmes et de qu'on peut réussir à faire quand on arrive à les packager de la bonne manière. Alors, ce que je vous ai présenté, c'est exactement ça. Donc là, vous voyez problème-solution, problème-solution. La réponse, elle n'est pas la bonne. Ici, donc, on a 28, la bonne réponse qui apparaît qu'une seule fois sur 10 attempts. Ensuite, ici, on fait avec preuve. Et là, dans ce cas-là, dans ce problème-là, on a une bonne réponse. Et c'est ce slide que je vais vous montrer. Je vais me mettre en slideshow, pardon. Ici, c'est les performances de deux modèles. On va appeler le modèle de gauche petit et le modèle de droite gros. Le gros modèle, c'est à peu près le modèle qu'on vient d'utiliser. Et donc, on va se concentrer sur les lignes pleines. La ligne pleine violette, c'est le consensus sans preuve. Donc c'est ce qu'on a fait avant de faire l'étape finale, c'est-à-dire de donner problème-réponse et de faire ça plusieurs fois. Comme on voit, petit modèle, il ne se passe pas grand-chose. On peut aller monter, là on monte à 100 essais par problème. La performance, sur la gauche, c'est la performance, c'est le nombre de problèmes résolus sur un test set qui s'appelle MAT, donc qui est fait de problèmes de ce type-là. Donc là, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que même sur un petit modèle, le consensus avec preuve, on voit que là, la performance augmente. Elle est très basse, hein, on est à 4%, on va dire, avec 100 essais par preuve, mais on voit une forme d'amélioration. Ce qui est encore plus étonnant, et c'est dur de dire pourquoi, mais c'est juste un fait expérimental, c'est que quand on grossit la taille des modèles, les capacités d'acquérir la bonne réponse avec du consensus explosent. Et en particulier, il y a une énorme différence entre avec preuve ou sans preuve. À gauche, si on regarde de loin, c'est un petit peu monotonique, mais c'est en gros assez plat. À droite, on voit bien que sans preuve, la ligne violette, ça reste assez plat, mais ça augmente un peu plus. Mais alors avec preuve, par contre, là, il y a vraiment une capacité qui a émergé avec ce gros modèle, qui est d'utiliser ce latent, ces preuves, pour arriver avec la bonne réponse dans le contexte d'une résolution avec un consensus. Et donc là, on arrive à 20, on va dire 25% sur 100 essais, sur ce dataset math. Pour vous donner une idée, il y a toute une communauté de paris sur les capacités de ces modèles-là dans le futur. Avant ce résultat-là qui a été publié par Google il y a quelques mois, la plupart des paris pour 2025, je crois que c'était 10%. Donc c'est marrant comme en fait, on n'a pas changé le modèle. Le modèle était lui déjà connu à l'époque. La communauté d'ingénieurs scientifiques autour de ces modèles-là était prêt à faire des paris pour dire et parier que c'était en 2025 on serait bloqué à 10%. Et d'un coup, vous avez cette technique qui est très simple au final, une technique de consensus, et qui émerge et qui permet d'augmenter la capacité de ces modèles et qui a surpris tout le monde. Maintenant, la ligne verte, c'est encore un autre procédé expérimental qui est tout simple, c'est de dire quelle est la performance si je considère le problème résolu dès que je vois la bonne réponse une fois. Donc c'est-à-dire que j'essaye 100 fois, si le modèle me donne la réponse bonne une fois, je considère le problème résolu. C'est triché puisqu'on est dans un domaine informel. Si vous deviez utiliser ce modèle-là, si vous n'avez pas la réponse au problème, vous pouvez sampler 100 fois, vous ne pouvez pas sortir la bonne réponse des 100 réponses. Mais c'est intéressant de voir si on a cet outil et si on triche un petit peu, quelle est la performance. Et c'est intéressant de voir à quel point elle explose très rapidement. C'est-à-dire que si vous donnez juste 10 chances au modèle, sur 10 chances, il va être à 40% déjà. Donc 40% des problèmes, il va trouver au moins une fois la bonne réponse. Et donc ça, c'est ce qui motive le programme de recherche que moi je faisais chez OpenAI, qui est d'explorer l'utilisation de ces modèles dans le cadre des maths formelles. Alors pourquoi les maths formelles? Puisque les maths formelles, on n'est plus dans la modalité donc informelle. Ce qu'on génère, ce sont des preuves qui se présentent sous la forme d'un programme. Et un système formel va être capable de vérifier ce programme. Donc on est dans le cas où on a droit de tricher. Puisque je vais pouvoir générer pour un problème donné des milliers, des millions de preuves formelles. Et comme j'ai un système derrière le système formel qui peut me vérifier ces preuves, je suis capable d'extraire de 1 million de générations la bonne si elle existe. Donc c'est ça la motivation d'étudier les capacités des modèles de langage dans le cadre des maths formelles.
Donc, à quoi ressemblent les maths formelles? Je vais essayer de passer dessus sans rentrer dans trop de détails, mais juste pour principalement donner une intuition. Ça, c'est un des deux exercices qu'on a vu présenté sous forme formelle. Donc, sous forme formelle, l'exercice est un petit peu différent, parce qu'en fait, on essaye de générer une preuve de la réponse. Donc, en fait, ici, la réponse est donnée. C'est-à-dire qu'en haut, on a le nom du théorème, donc c'est un nom arbitraire. Ensuite, on a qui représente un exercice ici. Ensuite, on a l'expression du statement. Donc, ce qui vient avant les 2 points sont les hypothèses. Donc, x est un entier et 2 exposant 30 sur 4 égale 2 exposant x. Ça, ce sont les 2 hypothèses. Prouver que x égale 28. 2 points égale, la preuve commence avec le begin. Et donc, le but, c'est de générer cette preuve. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un programme. Voilà. Et donc, ce programme-là est un programme qui est correct pour prouver ce statement-là, cet énoncé-là, dans un système formel qui s'appelle LIN. Alors, pourquoi s'intéresser aux maths formelles au-delà de l'introduction que nous avons faite? C'est principalement pour cette dichotomie. Donc là, ça n'a rien de vraiment scientifique, c'est plus une réflexion, pas métaphysique, mais on va dire intuitive. Donc en ordonnée, on a formalité du système moins 1. Donc à droite, plus on va à droite, plus c'est informel, plus on va à gauche, plus c'est formel. Et en abscisse, en abscisse et en ordonnée, on a le progrès des systèmes de deep learning et d'intelligence artificielle étant donné la formalité. Donc la chose la plus formelle auquel vous pouvez penser, c'est un jeu d'échecs ou de Go. Il y a quelques règles toutes simples. C'est tout le système formel. Suivre les règles, c'est générer et faire un jeu dans le système formel, c'est générer une preuve. C'est en fait un peu équivalent à générer une preuve. Et dans cette modalité-là, les résultats en termes d'intelligence artificielle sont phénoménaux. Donc là, c'est le résultat d'AlphaGo, AlphaZero, etc. C'est-à-dire qu'on arrive à créer des systèmes qui apprennent par eux-mêmes, qui dépassent les capacités humaines. Et c'était pas du tout... moi, je n'étais pas trop dans le domaine encore déjà à ce moment-là, mais je pense que rétrospectivement, c'était pas du tout évident, même aux gens qui étaient très embeddés dans le domaine de l'intelligence artificielle, qu'il était possible d'avoir un système qui dépasse la capacité humaine. Parce qu'on réfléchissait toujours en termes de dataset d'entraînement, d'entraîner sur un dataset et de tester face à quelque chose. L'énorme innovation d'AlphaGo, c'est de créer un système qui va générer sa propre donnée et qui, ce faisant, sans même, dans le cas d'AlphaZero, sans même une seule démonstration humaine, arrive à évoluer à un point où il est meilleur que tous les humains. Donc vraiment, il sort de l'orbite humaine de manière autonome, ce qui n'était pas du tout évident. Et dans le cas des maths, si aujourd'hui on y réfléchit, ça paraît pas du tout évident qu'on arrive à créer un système qui fasse ça. Mais c'est intéressant de se replacer dans le cas des jeux où on pensait aussi, les grands maîtres d'échecs, les grands maîtres de Go étaient persuadés qu'on n'arriverait pas à faire un système qui sort de l'orbite humaine. Et pourtant, ça a été le cas. Donc cette réussite incroyable sur les jeux, c'est ce qui motive. Ensuite, quand on va tout au bout de l'informalité, donc un système purement informel qui aurait les capacités d'AlphaGo ou d'AlphaZero, c'est ce qu'on peut appeler l'AGI. Alors l'AGI, c'est l'intelligence artificielle généralisée. C'est-à-dire c'est un système, vous lui parlez, il résout la fusion, on passe à autre chose. Vous lui donnez une conjecture, il résout la conjecture, on passe à autre chose. Et le progrès technologique humain explose du jour au lendemain, puisqu'on a quelque chose qui nous permet qui nous remplace tous, qui me remplace en train de faire ce talk, qui vous remplace dans vos métiers divers et variés. Donc ça, c'est ce qui motive beaucoup de gens dans la communauté. C'est un système purement informel qui a les capacités d'opérer au même niveau que AlphaGo dans les jeux. Et c'est ce qu'on va qualifier d'AGI. Et donc ça, aux dernières nouvelles, on n'y arrive pas. Et donc la question intéressante de se poser, c'est y a-t-il des modalités entre les deux qui ressemblent un peu plus au jeu et qui ressemblent un peu moins au domaine purement informel et qui pourraient être intéressantes, auxquelles on pourrait s'attaquer pour peut-être avoir les mêmes avantages que dans les jeux, mais néanmoins avoir des résultats qui nous permettent d'avancer. Et donc, si on se met sur cet axe-là, si on revient un peu du domaine purement informel, qui voudrait dire résoudre fusion nucléaire,
On pourrait dire les maths informelles, c'est un peu plus formalisé. Pourquoi? Parce que dans un sous-ensemble des maths informelles, qui sont les problèmes qui restent durs pour ces modèles, mais qui sont faciles encore pour les uns, mais ceux avec lesquels on a joué, comme on a des réponses numériques uniques, on a moyen de tester les réponses du modèle. Donc on a accès à des tests. Donc on est plus proche d'un système formel. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses pour que le modèle génère la bonne réponse. À la fin, on peut dire ou non si la réponse est bonne. La génération de code, c'est la même chose, mais encore un peu plus formelle, puisque là, on a vraiment la capacité de générer plein de tests. Donc vous spécifiez quelque chose que vous voulez que le modèle génère, comme un produit. Vous allez lui dire, voilà le produit que je veux, et puis vous allez peut-être écrire des tests pour vérifier que l'artefact qui a été généré se conforme bien à votre définition. Donc vous avez un peu plus de formalité. Et enfin, les maths formelles se placent encore en amont de ça, puisque cette fois-ci, vous n'avez pas des tests qui ne couvrent qu'une partie du problème. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas informel, je peux tester que la réponse est bonne, mais je n'ai aucune idée de si la preuve est correcte. Dans les preuves qu'on a générées, on est arrivé à la bonne réponse, mais à moins de regarder moi-même la preuve en tant qu'humain, je n'ai aucun moyen de m'assurer que la preuve est correcte. Ici, dans les maths formelles, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est généré par le modèle peut être vérifié par une machine. Donc, ça se rapproche un peu d'un jeu. Dans un jeu, vous jouez contre un adversaire, vous gagnez ou vous perdez. Et bien dans les maths formelles, vous générez des preuves et on a moyen de dire est-ce que la preuve est correcte ou pas correcte. Donc on est un peu plus proche dans la formalité. Et donc la grande différence auquel on va revenir après entre les jeux et les maths formelles, c'est le domaine dans lequel on opère. Dans un jeu, les actions que le modèle peut prendre sont finies. Dans un jeu d'échecs, vous avez je ne sais plus combien par je ne sais plus combien, mais un nombre fini d'actions possibles. Vous pointez la case et c'est en gros votre action. Une pièce et la case. Et ce qu'on appelle domaine d'action est fini. Dans le cas des maths formelles, ce qui change radicalement, c'est que le domaine d'action est énumérable. C'est-à-dire qu'à chaque ligne de la preuve formelle que vous allez générer, vous aurez le choix d'appeler un certain nombre de théorèmes. Ça, c'est fini, même si c'est plus gros qu'un damier d'échecs. Mais ensuite, la plupart de ces théorèmes vont devoir venir avec des arguments, qui peuvent être des arguments, des objets mathématiques, ou si c'est des problèmes simples, des chiffres, qui, eux, sont tirés d'un domaine infini. Donc à chaque fois que vous écrivez une ligne dans le programme, vous avez une infinité d'actions possibles. Par exemple, la première ligne dit, avant de prouver l'exercice, je vais essayer de prouver que 2 exposant 30 sur 4 égale 2 exposant 28. Donc si vous pouvez générer ça, vous auriez pu générer n'importe quoi à la place de 2 exposant 30 sur 4 égale 28. C'est du pur texte libre. Et donc le système va générer ça. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le domaine d'action est infini. Alors, donc le domaine d'action est infini, mais on a des choses qui ressemblent un peu à un jeu, parce que en fait, on peut s'appuyer sur le système formel pour voir, pas nécessairement pour voir si on fait des progrès, mais pour avoir plus d'informations à chaque fois qu'on prend une action. Donc c'est la manière dont une preuve, et c'est la manière dont les humains formalisent, c'est qu'en général, vous voyez, après begin, ils commencent à écrire ce qu'on appelle des tactiques. Donc des tactiques, c'est des petits morceaux de preuve. En réalité, ce sont des métaprogrammes, c'est-à-dire que c'est des programmes qui génèrent un programme qui est compris par le système formel. Et donc ces tactiques vont être interprétées par le système formel et vont donner une update sur quel est l'objectif à résoudre. Donc au début, au niveau du begin, l'objectif à résoudre, c'est exactement le théorème lui-même. Donc il faut résoudre, il n'a pas changé. Une fois que vous appelez la tactique ring NF, quel que soit ce qu'elle fait, vous pouvez voir que le but, le goal, a changé. On est passé de x moins p égale 2 moins 2p à x moins p égale moins 2p plus 2. Et ensuite, on applique une autre tactique, on obtient un nouveau goal, on applique encore une autre tactique, et il s'avère qu'au bout d'un moment, le but, c'est d'arriver à ne plus avoir de goal, c'est-à-dire qu'on a prouvé tous les éléments qu'il fallait prouver. Donc dans ce sens, ça ressemble un peu à un jeu, au sens où on peut faire comme dans un jeu d'échecs où on peut prendre cette action ou prendre celle-ci et construire un arbre de recherche. Dans les maths formelles, on peut aussi construire un arbre de recherche en utilisant des tactiques différentes. Dans le jeu d'échecs, il y a une caractéristique importante, c'est que le domaine des actions est fini, donc AlphaZero se base sur cette hypothèse pour générer des statistiques à chaque fois qu'ils expandent leur arbre de recherche. Ici, le domaine des actions est infini, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le modèle pour les générer, mais on ne pourra pas toutes les évaluer, puisqu'il y en a une infinité, donc il n'y a pas d'algorithme qui nous permette de le faire. Donc un des problèmes des maths formelles, c'est que c'est extrêmement compliqué.
Et donc, ça, c'est sur la gauche la preuve de l'irrationalité de racine de 2 dans la dimension informelle. Et à droite, à un niveau où j'ai fait mon maximum pour être honnête en termes de comparaison, parce que ça dépend à quel niveau vous descendez dans les théorèmes que vous utilisez, une preuve comparable en line. Et comme vous pouvez le voir, c'est très compliqué à faire, notamment pour les humains. Et donc, un des défis, c'est qu'il y a très peu de données d'entraînement. Donc ça, on l'a pas mal couvert. On revient sur la différence entre jeu, maths formel, maths informel. Donc jeu et maths formel, on a accès à un système de vérification. Maths informel, on ne peut pas. La grande différence entre jeu et maths formel, c'est le domaine des actions, quand donné au modèle est infini versus fini dans le cadre des jeux. Et le dernier élément qui est compliqué, c'est le fait qu'on a accès à un jeu symétrique ou pas. Quand vous faites un jeu d'échecs, vous pouvez faire ce qu'on appelle, et ce qui est une des grandes innovations de AlphaGo, vous pouvez faire jouer votre modèle contre lui-même. Et ce faisant, il y a toujours un modèle qui... Alors, il peut y avoir des nuls, mais il y a toujours un modèle qui va éventuellement gagner. Et donc, ça donne une nouvelle trajectoire qu'on peut utiliser comme trajectoire d'entraînement. Donc, le fait d'avoir un jeu symétrique est vraiment un espèce de guide dans l'exploration du modèle pour générer de la donnée qui va être utile pour son propre entraînement. Dans le cas des maths formels, on ne peut pas vraiment faire de jeu symétrique comme ça. C'est-à-dire que si vous essayez de faire un jeu symétrique, si le modèle n'est pas bon, d'une certaine manière, si le modèle n'est pas suffisamment bon pour le problème auquel vous attaquez, vous allez continuer à chercher, vous n'arriverez jamais à une victoire. Alors que dans le cas des jeux, même si vous avez deux modèles qui ne sont pas très bons, vous les faites jouer contre lui-même, il y aura toujours, il peut y avoir que des nuls, mais c'est très peu probable, au bout d'un certain moment, il y aura toujours un modèle qui va gagner. Et ça va vous donner une trajectoire qui vous montre « Ah, ce modèle-là, dans cette trajectoire-là, est un peu meilleur ». Donc cet accès à un jeu symétrique est crucial et on n'y a pas accès en maths. Donc ça crée un problème intéressant. Donc je vais faire un résumé de ce qui se passe quand on applique des modèles de langage tels que je les ai présentés aux maths formels. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend ces modèles de langage, au lieu de les prendre tels qu'ils ont été entraînés sur tout Internet, on les, ce qu'on appelle fine-tune, donc on les réentraîne sur un dataset de preuves, donc tel qu'on les a vus, de Lin, pour qu'ils soient un peu meilleurs à générer des preuves. Et la question que ce papier posait, c'est est-ce que ça marche? Parce que personne n'avait essayé. Et donc, ce qui est montré dans ce papier, c'est qu'en effet, ça fonctionne, et qu'on a deux informations intéressantes. C'est que si vous faites grossir la taille du modèle, qui paraissent triviales aujourd'hui, mais qui n'étaient pas complètement triviales il y a 3 ans, si on fait grossir la taille du modèle, on a un gain de performance assez phénoménal. C'est-à-dire que si vous avez un modèle de 160 millions de paramètres, quelle que soit la métrique de performance, vous étiez à 28%. Si vous prenez, donc là je parle from scratch en haut, si vous comparez 700 millions from scratch, vous arrivez à 31%. Et ça, c'est pas complètement évident parce que, comme je disais, la donnée d'entraînement est toute petite. Parce que les maths formelles, on a très peu de maths formalisées. Donc même pour des modèles de cette taille-là, cette donnée est toute petite. Et quand vous entraînez ces modèles-là, même le 700 millions, il va très rapidement overfitter. Donc c'est-à-dire qu'il va très rapidement commencer à prendre par cœur et commencer à avoir une performance qui se dégrade sur un ensemble de tests gardés de côté. Donc en fait, on les arrête au moment où ils sont au minimum de leur performance et on regarde quelle elle est. Et ce qui est impressionnant, c'est que même si le petit modèle va overfitter, c'est-à-dire qu'il va commencer à apprendre par cœur tout l'ensemble, donc c'est-à-dire qu'il a assez de paramètres pour apprendre par cœur l'ensemble dans son intégralité, si vous l'arrêtez à sa performance maximale et vous prenez un gros modèle, il va aussi l'apprendre par cœur, mais il va s'arrêter à une performance maximale meilleure. Alors là, je fais en dessous parce que c'est dans le plot du loss, donc on essaie d'optimiser une métrique, on la fait descendre. Et donc en fait, la performance d'un gros modèle, même si le dataset est tout petit, va être meilleure. Deuxième point intéressant de cette étude, c'était le fait que si vous prenez un modèle qui est initialisé avec des poids aléatoires, donc c'est le from scratch, et que vous comparez à un modèle qui est entraîné sur le même dataset, mais qui avant a été une première fois entraîné sur un autre dataset, donc c'est ce qu'on appelle du pre-training. Si vous l'entraînez sur Internet, c'est la deuxième ligne, on a une augmentation très impressionnante des performances, enfin, c'est de 28 à 32. Donc c'est-à-dire que le petit modèle devient meilleur que le gros modèle qui n'a pas été entraîné sur Internet avant d'être entraîné sur les maths formelles. Et si vous l'entraînez sur GitHub, donc sur du code, vous avez un peu plus. Et si vous l'entraînez sur WebMaths, c'est un corpus de données liées aux mathématiques. Vous avez encore un peu plus. Mais je pense que ce qui est intéressant à conserver, donc si on regarde le modèle de 700 millions de paramètres, from scratch, donc des poids aléatoires, vous l'entraînez juste sur de la donnée formelle, vous avez 31%.
Vous l'entraînez sur Internet avant, vous avez plus 8%, donc c'est une différence massive. Or, il n'a été entraîné, c'est un pré-entraînement sur Internet. Donc on parle d'entraîner des modèles sur des forums Reddit, sur des posts Facebook, sur des posts Twitter, sur des articles pour des fleurs. Et néanmoins, dans la grande majorité de la donnée, et néanmoins ce pré-entraînement a une influence énorme sur les capacités dans les maths formelles, ce qui n'était pas du tout évident. La seule hypothèse qu'on puisse faire autour de ça, c'est que l'entraînement sur Internet, quel qu'il soit, fait émerger à l'intérieur des poids des features, donc des capacités apprises d'extraction de données, qui sont ensuite utiles pour le réentraînement sur les maths formelles. Je vais passer ça, et venir à ceci. Donc, comment est-ce qu'on utilise ces modèles-là pour générer des preuves formelles? On fait un peu comme dans un jeu, donc on fait un arbre de recherche. Donc on part du but en haut, donc c'est le théorème tout en haut, et on va générer, disons, 8 tactiques différentes. Le système formel va nous donner 8 goals différents. Et ensuite, on va utiliser le même modèle pour essayer d'évaluer ces 8 buts différents et en gros choisir celui qui semble le plus prometteur. Et on continue comme ça. On le prend et on va régénérer 8 tactiques et on va étendre notre arbre de recherche en fonction d'un algorithme de recherche dans les arbres qui peut être ils peuvent être tous différents, mais en gros l'idée c'est d'évaluer les buts, les nœuds de chaque arbre et d'étendre, d'aller creuser plus loin dans le nœud qui a le plus de potentiel. Et le problème, c'est que ça génère des preuves comme celle-ci. Dans cette preuve, de la ligne 1 à la ligne n-1, ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que le modèle aurait pu générer juste des commentaires, etc. Ça n'aurait rien changé. La seule ligne qui compte, c'est la dernière. Et donc ça, c'est intéressant parce que ces modèles arrivent à atteindre des preuves qui ne sont pas faciles. Parce que, en gros, la dernière ligne, elle dit « Je vais utiliser un programme qui s'appelle Linaritz, mais attention, il faut qu'on l'utilise en utilisant H023, H021, H022. » Donc H0, c'est les hypothèses qui sont tout en haut. Et donc en gros, vous voyez H0 de 1... H0 de 1, ça veut dire remplacer et utiliser le fait que 1 est plus grand que 0. Bon, c'est pas très intéressant. Mais ce sont des éléments cruciaux pour faire en sorte que ce programme-là fonctionne, qui lui-même est un programme assez compliqué, qui fait partie du système formel. Donc cette preuve est d'une certaine manière intéressante parce qu'elle n'est pas vraiment facile à générer, cette dernière ligne, mais elle est complètement décevante parce que, du fait d'avoir fait de la recherche dans un arbre, il y a énormément de bruit dans les preuves. Et donc ça pose un peu problème parce que ça veut dire qu'on a un système qui arrive à résoudre certains problèmes, et ça c'est bien, mais par contre la manière dont il les résout ne nous sert pas grand-chose en tant qu'humain parce que quand on va regarder la preuve, il va falloir creuser pour comprendre qu'elle ne sert à rien et qu'il y avait juste la dernière ligne qui est utile. Donc ça c'est la preuve équivalente telle qu'écrite par un humain. En gros vous revoyez le H1 de 0, H1 de 1, H1 de... et là on utilise -1, et enfin l'appel à Linaritz, et ça c'est une preuve qui est compréhensible par un humain. Et donc c'est compliqué, c'est problématique d'avoir un système d'intelligence artificielle qui génère des preuves mais qui sont dures à interpréter, et versus des humains qui vont générer des preuves qui sont beaucoup plus faciles à interpréter. On aimerait bien avoir un système qui génère ça. Et donc un des axes de recherche futurs pour aller dans ce sens-là, c'est d'utiliser un mix de l'humain et de la machine pour générer de la donnée. La raison pour laquelle les preuves précédentes étaient trop complexes, c'est parce qu'en gros, on laissait le modèle se réentraîner sur toute la donnée qu'il générait. Donc la manière dont on obtenait les meilleures performances, c'est de dire, voilà un ensemble de problèmes, essayons de résoudre une partie d'entre eux, on va en résoudre peut-être 10%, ça va nous générer un certain nombre de preuves, on va les reprendre, on va se réentraîner sur ce dataset, on va régénérer un nouveau nombre de preuves, et on va continuer comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le modèle s'échappe d'une certaine manière de la préférence humaine. Le fait de le réentraîner plusieurs fois sur de la donnée synthétique, il va commencer à générer des preuves qui n'ont plus vraiment de sens pour l'humain ou qui sont moins utiles pour l'humain. Donc une des directions de recherche intéressantes, c'est d'essayer de garder l'humain et la machine qui travaillent ensemble. Une manière de faire ça, alors le problème de ça, c'est que si on a un humain dans le système, c'est un système qui va être lent d'une certaine manière, puisqu'il va falloir attendre que l'humain donne sa décision pour avancer. Néanmoins, une approche qui donne des résultats prometteurs, c'est la suivante,
c'est de concentrer tout l'effort humain sur la génération de problèmes. Donc on ne demande pas à l'humain de générer et un problème et une preuve pour générer de la donnée d'entraînement pour le modèle. Au contraire, on concentre tout l'effort humain sur générer des problèmes. Ensuite, on prend ces problèmes, on les soumet à la machine. La machine va en résoudre un certain nombre. Et ici, au lieu de tout prendre pour tout ce qui a été généré, même s'il a trouvé 3 preuves différentes au même problème, on va juste en sélectionner une. On va la nettoyer un petit peu manuellement. Et on va la prendre dans notre dataset d'entraînement. Et on va continuer comme ça. Et donc, en fait, on génère beaucoup moins de données, puisque toute la donnée qui est générée a été un peu vérifiée par l'humain. Mais par contre, le modèle reste aligné d'une certaine manière avec la préférence humaine, puisque toutes les preuves sur lesquelles on a entraîné sont des preuves qui ont été vérifiées, pas vérifiées, mais en tout cas nettoyées par un humain. Donc ça, c'est intéressant pour garder le modèle aligné. Et enfin, pour finir, une autre expérience qui était très intéressante et qui rappelle le début de la présentation, c'est qu'on gagne en performance, même pour un modèle qui génère des preuves formelles, on gagne en performance si on lui apprend et qu'on le laisse générer des preuves informelles avant de générer la preuve formelle. Donc les meilleurs systèmes aujourd'hui, et c'est vraiment la pointe de la recherche en termes d'intelligence artificielle et de maths formelle, c'est des systèmes où on utilise énormément la modalité informelle. Et donc en gros, l'idée c'est de dire je vais prendre un dataset de problèmes où j'ai des preuves formelles et des preuves informelles. Je vais entraîner le modèle à savoir générer une preuve informelle pour un problème formel, par exemple, et générer une preuve formelle ayant vu une preuve informelle. Donc, le modèle va s'inspirer de la preuve informelle pour générer la preuve formelle. Et ensuite, quand on le laisse générer des preuves, soit on peut, si on a ce dataset-là et qu'on veut générer plus de data formelle, on peut le conditionner sur la preuve informelle, et il aura plus de chances de trouver une preuve formelle. Donc c'est une manière d'accélérer la génération de données. Si on a un large dataset de preuves informelles, mais un petit dataset de preuves formelles, on peut d'une certaine manière utiliser ça pour faire de l'auto-formalisation, c'est-à-dire on utilise le modèle pour traduire une preuve informelle en formelle. Et même, ça a été montré que même si on n'a pas la modalité informelle sous la main, si vous laissez un modèle qui est entraîné à faire ceci générer des preuves informelles, il va avoir une meilleure performance qu'un modèle qui génère que des preuves formelles. Et c'est là où on revient un peu à ce côté anthropomorphique des modèles. Et là, pourtant, ils ont été réentraînés sur juste une donnée très spécifique, donc on n'est plus sur de l'entraînement que sur Internet. Mais encore une fois, utiliser cette modalité informelle va aider à conditionner le modèle dans le bon sens, qui est très intéressant. Et l'autre intérêt, encore une fois, c'est que si vous avez un dataset de preuves informelles et que vous voulez les traduire, vous avez beaucoup plus de chances que la preuve formelle ait un lien avec la preuve informelle. Et donc, d'une certaine manière, vous restez proche de la préférence humaine en termes de ce que devrait contenir la preuve. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter. Je serais ravi de prendre des questions, évidemment, si vous en avez.